Bonjour tout le monde, Steven Bilodeau qui vous souhaite la bienvenue et merci d'être à l'écoute de TVC Basse-Lièvre, Ma TV, sur le réseau Ma TV et consulter la programmation pour... OK, je recommence tout ça. Crise de marde. Faut pas que je parle de Ma TV. Fuck les estis. Bonjour tout le monde, mon nom est Steven Bilodeau et je vous souhaite la bienvenue au Soundcheck Podcast Studio. Encore aujourd'hui, j'ai une émission très palpitante pour vous. Je reçois encore un vétéran des Forces armées canadiennes et j'aimerais d'entrée de jeu vous remercier de suivre le podcast et d'être à l'antenne. Je suis plein de gratitude pour ça et je réalise qu'on est après créer une petite famille, un petit réseau. Merci infiniment de nous suivre. Si c'est pas déjà fait, allez vous abonner sur Instagram, Facebook, TikTok, Steven Bilodeau Humoriste, sinon nos chaînes YouTube, avec le Soundcheck Podcast pour avoir tous les épisodes en intégralité et de façon gratuite. Ce matin, je vous présente mon invité. Il a fait 7 ans dans les Forces armées canadiennes. Il nous vient de Gatineau. Il est aujourd'hui un vétéran des Forces armées canadiennes. Guy Riel est avec nous ce matin. Guy, bienvenue sur le plateau du Soundcheck Podcast. Ça fait plaisir d'être là. Steven, merci de l'invitation. Comment tu trouves le studio? Ah, c'est vraiment cool. On est en direct des studios de TVC Basse-Lièvre. C'est dans la région de l'Outaouais. Ça fait partie du réseau Ma Télé. Et c'est eux c'est avec eux que j'ai le privilège de tourner ces épisodes-là avec des vétérans. Moi Steven, ça me fait tellement triper de te voir évoluer. Puis, tu sais, je te suis. T'es pas venu juste me lancer des fleurs, là? Ouais. Non, je suis venu pour dire de la merde aussi, Chris. Il faut bien que je fasse chier le monde un peu. T'es pas obligé de le dire tout bas. T'es pas obligé de le dire tout bas. Non, je fais juste dire, tu sais, je suis là depuis qu'on s'est rencontrés à l'hôpital des anciens combattants. Oui, parce que c'est là que notre amitié a débuté. On s'est ramassé à l'école, pas à l'école, au lapsus. Ouais, on est allé apprendre. T'es allé se faire scouler ses douleurs chroniques. C'est ça. On s'est rencontrés à l'hôpital Saint-Anne de Bellevue. Ouais. J'avais rencontré un paquet de vieux chums là en même temps, Montréal. On s'était pas vu depuis la Bosnie. Mais on était là surtout pour apprendre à gérer nos douleurs chroniques. Ouais, exactement. Ouais. Puis je me souviens... quand on s'est rencontrés, t'étais dans un état... J'étais pas là. Difficile. En fait, t'étais vraiment frustré. T'avais une colère à l'intérieur de toi. Ouais, je pense que oui. Tu te souviens-tu, c'était pourquoi cette colère-là? Parce que tu venais de ça. Ah, j'étais en crise après mon pays. J'étais en crise après mon drapeau. J'étais en crise après moi. J'étais en crise après tout. J'étais en crise parce que j'avais abandonné la mission. J'étais en crise... Mais... Je me trompe-tu de dire que tu étais aussi en quête de reconnaissance puis tu trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de reconnaissance pour les anciens combattants? Je te dirais non. C'était pas ça. C'est pas la reconnaissance. Moi, c'était surtout le service aux vétérans parce que, tu sais, moi, oublie pas, là, je suis chez ACC depuis 1991. Je suis un des premiers à avoir été reçu chez ACC pour une blessure à Chypre. Toujours en service, qui est resté en service parce que, tu sais, elle m'empêchait pas de continuer à servir. Puis... Chypre, quelle année pour... juste 1900, un peu de pouce là-dessus. 1990. 1990. 11. 10. C'est quand même surprenant qu'à l'époque, tu connaissais l'existence des anciens combattants. Et tu connaissais la possibilité d'avoir... je veux dire un claim, comment on appelle ça, une affectation reliée à ton service. J'avais des excellents boss, j'avais des pairs, un adjudant-chef, Rick Temple, que bien des gens ont détesté, haï. C'était un homme de principe, c'était un homme de droit. C'était un bum, mais tout qu'un homme. Puis c'est lui qui m'a emmené chez ACC. Il m'a pogné par l'oreille puis il a dit « Hey, le gros, t'es blessé, go ». Puis c'est lui qui m'a emmené faire le processus. Mon adjudant-maître m'a aidé à faire tout le processus légal. L'armée, à ce temps-là, on n'avait pas les avocats fournis puis tout ça, là. Mais l'armée m'a supporté dans ma demande chez ACC. Il y avait une plus grande collaboration parce que ACC était sous la tutelle de DND. OK. Il y a eu une division ministérielle, puis là, c'est rendu un sous-ministère de DND qui est une bonne chose. Ça devrait retourner à DND, il devrait avoir aucun changement pour on nous dit autres. qu'il y a moins d'apparence de conflit d'intérêts aussi. Malgré qu'on sait très bien qu'ils travaillent main dans la main. Là. Tant qu'à le faire hypocritement, là.
Faisons-le ouvertement, Je sais sachons-le. pas, j'ai l'impression que ça fait un peu moins mal quand les départements... Non, mais regarde, on a des avocats indépendants. Tu sais, ACC ont mis en place le bureau de l'ombudsman qui est complètement indépendant de tous. Après ça, on a qui le fonctionne, bureau... hein? Pour oui, l'avoir très, eu, très bien. On a un bureau d'avocats complètement indépendant qui s'occupe de nous autres. Ouais. Puis eux autres sont là, payés par le ministère pour nous autres, pour nous défendre nos droits, notre réalité, puis ils sont excellents. Moi, tous les avocats que j'ai rencontrés, j'en ai pas rencontré un mauvais. Fait que, tu sais, on n'a pas... tu sais, dans mon temps, on mettait des plasters sur des bobos, puis après ça, quand tu commençais à gratter le plaster, tu t'apercevais que c'était moisi en dessous. C'est pas ça que c'est. C'est des vraies solutions. Tu sais, moi, je suis avec le ministère depuis des années, puis à un moment donné, tu sais, dans ces années-là, là, où j'avais deux choix. Faire la guerre au ministère ou m'en aller d'une façon positive puis essayer de travailler avec le ministère, faire changer les choses. Ouais. Puis c'est proposer des nouvelles politiques, des changements de politique. Puis c'est en rencontrant des gars comme toi, moins hargneux, plus avec une ouverture beaucoup plus grande, avec une différente approche. Tu sais, moi, je n'oublie pas, là, j'ai été élevé par des boomers. Ça paraît dans mon caractère des fois. Je peux être assez... disons anal. On peut-tu dire anal? Là? Oui, on a le droit. On a le droit. Ben, je peux être assez anal. C'est très anglophone, là, mais les gens de la région vont comprendre, c'est tourné dans l'hôtel. Ah ouais, I'm fucking anal. Tu vois le fucking, ça, on va l'enlever. Oh, excuse. Mais tu sais, je sais qui je suis. Oui. J'en suis totalement conscient. Mais on peut-tu dire, parce que justement, tu es avec ACC depuis plusieurs années, on peut témoigner, moi puis toi, qu'on n'a jamais vu un vétéran avec une condition qui est allé au bout du processus, et ça inclut les avocats des anciens combattants, qui n'a pas été décisionné favorablement. Écoute. Quand ça n'a pas été décisionné défavorablement, c'est des gens qui ne sont pas allés au bout des choses. C'est des gens qui se sont découragés, qui ont abandonné. Ben, mon coup. Tu sais, je t'avais fait peur quand j'ai gagné après 30 ans. Parce que ça a pris 30 ans de faire reconnaître une blessure à ton cou. En Bosnie, en 93. Ça a pris 30 ans à faire reconnaître l'accident. J'avais les affidavits signés, tout, mais ça a pris tout ce temps-là. Ça a pris une décision. Ça a pris une décision ministérielle. Puis la décision est venue pendant le COVID. Ils ont réactivé j'ai eu un tribunal. J'ai eu des nouveaux juges à ce tribunal-là. Je suis passé au tribunal par webconférence. Oui, tribunal administratif. Ils m'ont posé un autre paquet. Tu sais, c'est le dernier. Ça, c'est le tribunal pour renverser une décision. C'est le tribunal ministériel qu'ils appellent, auquel on a droit. Puis, regarde, ils ont pris la décision, puis ils me l'ont attribué. J'y avais droit. C'est aussi simple que ça. Je vais m'adresser aux vétérans qui nous écoutent, qui disent ACC, c'est de la marde, c'est de la chenoute. Je vais vous dire de faire confiance au processus. Je vais vous dire aussi que la loi sur le bien-être des anciens combattants, elle est très bien écrite pour nous. Puis là, je vais vraiment être grossier, mais si à votre embauche dans l'armée, il n'y a pas quelque chose dans votre dossier qui dit que vous avez une maladie ou vous avez une affectation, bien, à la fin de la journée, vous avez le bénéfice du doute. Puis ça, c'est important que les membres le comprennent, de suivre et de faire confiance. C'est difficile de prouver que l'affectation est reliée au service. Très difficile. Puis, c'est pas avec une photo de votre mission que vous allez être capable de faire le lien. Ils savent très bien où est-ce que tu as été en temps et en heure. Ce qu'on doit reconnaître, c'est le mécanisme causal de la blessure, est-ce qu'il est relié au système? C'est ça. Puis j'ai envie de faire un bout de chemin avec ça, puis peut-être de conscientiser. Puis ça y va avec des chiffres, Steven. Mettons que le ministère il donne le bénéfice du doute, mais il doute de la véracité de ton accident. Ils vont te donner un 1 sur 5. Oui, tu vas avoir des services. Exactement. Ils ne sont pas obligés de reconnaître leur pleine responsabilité. Exactement. Mais ils vont en reconnaître une partie. On a une échelle là-dessus. Et ça va donner accès aux soins et aux services dans son entièreté, même si l'armée n'est pas responsable. À part, à 5 sur 5. Vous comprenez à quel point que les vétérans sont, en quelque sorte, dans ce chapitre-là, privilégiés. Bien, c'est parce que aussi, il y a eu une longue période dans notre communauté où ça a été assez sombre. Puis, on vendait des maladies fonctionnelles. Puis,
C'est peut-être pour ça qu'il y a bien du monde qui m'haïsse aussi, parce que je parle de ces choses-là, puis j'ose en parler. La réalité dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut être conscient que le ministère a mis aussi des embûches importantes pour mieux contrôler l'accès à nos services, parce que ACC canadien est le deuxième meilleur service dans le monde, après les Australiens. Puis ce qui nous différencie les Australiens, c'est juste dans la procédure qu'ils utilisent pour recycler leurs membres. Puis c'est un excellent processus. C'est un processus qu'on devrait peut-être aussi embarquer dans lequel on devrait embarquer. On aurait peut-être des meilleures réussites au niveau de la réhabilitation de nos membres vers la vie civile. Mais... Parce que c'est pas nécessairement parce qu'on remplit les poches des vétérans d'argent que le rétablissement va aller mieux. Non, puis c'est ça, aller chercher des services. Tu sais, moi, ACC, c'est des services. Ça prend un minimum pour les gens qui sont dans l'invalidité. Oui, ben, exactement. Puis on a des excellents avantages de ce côté-là. On a des excellents salaires, on a des excellents éléments. Tu sais, moi, je viens de changer complètement de vie. M'en aller dans un condo. J'ai du déneigement encore à faire, tout ça. Puis, le ministère s'est assis avec moi. Puis, c'est quoi tes besoins, tes nouveaux besoins? Puis, j'ai une allocation pour la nourriture à la maison parce que je suis plus capable de rien me faire. J'ai besoin d'aide pour tout. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme service? C'est vraiment intéressant. Oui, exactement. Ça fait que, tu sais, une fois que tu es dans le système, puis trouvez-vous un bon guide qui va vous guider d'une façon non hargneuse aussi. Parce que si tu arrives au ministère, tu dis là, tabarnak, on me doit tout. Non, c'est ça. Si tu as une attitude de cul, le ministère va avoir une attitude de cul. On peut penser que le ministère a des stratégies pour ralentir le processus décisionnel, pour peut-être faire de la rétention de capital. Je lance ça comme ça, là. Mais à la fin de la journée, lancer la même affaire à la fin de la journée, tout ça est rétroactif. Oui, exactement. Et il n'y aura pas de perte significative au niveau parce que c'est à la date de la demande déposée et reçue. Fait que, tu sais, s'ils disent, on commence le processus de ta demande, ça fait déjà 2 ans qu'elle est dans le système, c'est à partir de la date de là 2 ans. Tu vas être payé à partir de ce moment-là aussi. Puis je vais te dire, beaucoup d'entre nous amorcent ces procédures-là à la sortie, à un moment où est-ce que tu es... c'est pas une bonne période. C'est pas un bon moment d'habitude. Pas pour tout le monde, mais surtout ceux qui sortent de façon médicale et qui n'ont pas souhaité sortir de façon médicale. Puis je vais rajouter une couche à ça. Ceux qui n'ont pas réussi à s'accomplir dans l'armée comme ils auraient le souhaité. Il y a une exacerbation des émotions. Et là, tu dois faire de l'administration, puis tu dois être capable de mener tes dossiers à bien. C'est sûr que c'est pas la meilleure étape. Donc, dans ce processus-là, qui est long, qui est ardu, qui demande beaucoup d'administration puis de papier, puis en passant, je vous conseille d'aller vous chercher un médecin au privé. Ça va être beaucoup plus facile pour remplir la documentation puis la remplir de façon adéquate parce que vous payez le professionnel de la santé pour avoir un rapport, je pense, qui pourrait être davantage plus étoffé. C'est tout déductible d'impôts. Exactement. Aussi, là. Fait que, exactement. Puis, certaines évaluations aussi sont payées par les anciens combattants. Ben oui, si c'est pour une affection, tu as besoin d'aller au privé, ils vont payer pour. Ça, c'est sûr. Si on parle de ce qui t'a amené chez anciens combattants, tu parles d'une blessure dans ma tête. Bosnie? Non, ma première blessure, c'était réellement à Chypre. Écoute, j'ai pogné une bubite. J'ai été malade. Je suis revenu, j'ai fait un arrêt cardiaque. On m'a emmené à l'hôpital, on m'a passé des scans, puis un virus, je sais pas trop. Fait que je suis resté. C'était pas une bactérie, c'était vraiment un virus? Ouais, un méningocoque là, dans ces familles-là. Fait que là, je me suis ramassé avec des séquelles de ça. Je suis toujours resté avec des séquelles. C'est quoi les symptômes? C'est maux de tête. Tu sais, puis il faut que je fasse attention parce que mon corps me passe par là. Tu sais, c'est des maux de tête quand je suis bien malade. Puis souvent, je m'en aperçois pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai osé de mourir d'une pneumonie parce que ça faisait déjà 3 semaines que j'avais une pneumonie, puis j'avais juste mal à la tête. Fait que tu ignorais quelque chose de plus exactement. Sous-jacent. Puis, tu sais, Steven, je suis rendu au point où j'ai tellement de fucking bobo. Puis, tu sais, c'est tout le temps... Ouais, ça doit être dans ta tête. Fait que, tu sais, c'est à un moment donné... Mais tu le sais que le psychique a une grande influence sur les douleurs. Mais, tu sais, depuis que je changeais complètement de région, je suis arrivé, je me suis installé dans mon condo, j'ai beaucoup moins de stress, énormément moins de stress, tu sais, fait que...
j'ai ma main qui est à côté, puis tout le kit. Moins de maintenance sur ta maison. Ouais, ben, tu sais, puis de la regarder dépérir, je suis en train de virer fou. Ouais. Je suis pas un gars de même. Fait que, puis de regarder les autres qui font les affaires, qui les font pas comme moi, ça, c'est le boomer. Ça me tape ses nerfs. Quand les gens font pas les choses comme toi, ça te tape ses nerfs. C'est bon, à l'entour de ma maison. Fait que j'aime bien mieux m'en allant en location. OK, je comprends ce que tu veux dire. Si quelqu'un vient faire des travaux chez vous, ça sera probablement pas à ton goût. Ça sera jamais comme moi je l'aurais fait. Tu sais, le gazon, il est jamais comme coupé comme moi je l'aurais coupé. Tu sais, fait que je suis en train de me rendre la vie hyper misérable à m'entêter, à essayer de garder de quoi un rêve. Tu sais, ça faisait... Suggérerais-tu à des vétérans justement qui ont plus de difficultés de s'en aller vers une location, parce que tu es allé vers une location d'un achat de propriété ou d'un achat de condo. Tu t'es complètement déchargé des responsabilités. Oui, exactement. Puis à quelque part, dans le rétablissement, c'est un paiement unique pour tout. Puis t'as un problème, t'appelles. Regarde, c'est même pas. C'est un app. Bonjour. J'ai même pas besoin de parler à personne. C'est tellement le fun. Puis Serge qui vient, là, il est tellement fucking fin. Puis Jimmy, il y a tout un des petits biscuits pour Jimmy. Fait que, c'est du bon monde. Il t'a mis dans sa poche. Oui, exactement. Tu parles de plusieurs blessures. Cette blessure-là, est-ce qu'ils ont fait la relation de cause à effet? C'est-tu de l'eau locale que tu as bu? C'est-tu... Écoute, il n'y a pas rien que moi. Il y a un adjudant-maître. L'adjudant-chef avait été malade aussi. Puis moi, je les avais conduits à un moment donné, puis pendant cette période-là. Fait qu'il y avait comme une corrélation qui avait été faite avec le fait qu'eux autres aussi avaient été bien malades. Tu veux dire la population locale? Mon adjudant-maître, mon adjudant-chef. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ben, gars, c'est peut-être de quoi là. Fait que, en tout cas, c'est tout ce processus. Vous ne connaissez pas la source du tout? Aucune. Mais ça a été reconnu à ton service? Ça a été reconnu. Comme quoi, j'ai pogné de quoi à chip, puis ils ont les séquelles, c'est céphalée chronique. Je me rappelle plus trop quoi, là. Ça fait bien longtemps. Fait que j'ai ça. Écoute, j'ai le dos comme à peu près toutes les armes de combat possibles. L'usure du service, là. Se promener en cougar pendant 2 missions en Bosnie, debout, c'est un petit crise de bande marde. T'as fait de la tourelle d'un TTB ou d'un... fait que, on est tellement confortable puis c'est tellement ergonomique. Mais à l'âge qu'on le fait, c'est moins pire. Ouais, mais ça reste que, tu sais, travailler avec les radios dans notre temps, les réseaux, tu sais, des hosties. TRC 77? Ouais. Ou avant ça? C'est avant ça, sacrément, Steven. Oh, j'ai frappé le micro. Ben, moi, j'ai connu PRC 77, mais avant ça... des hosties de radio. Le cornet avec le fil, j'ai pas connu. Non, ouais. Ça c'était encore pire, ça. Mais non, mais tu sais, c'est tout ce type de travail-là, tout le temps dans des espaces clos. Tu sais, mon premier véhicule, c'était un Lynx. On est 3 gars, puis on couche les 3 là-dedans. Là. C'est cosy, là, tu sais. Moi, j'aimais bien ça. À côté du moteur, j'étais bien, là, mais Chris, t'as bien beau avoir 18 ans, 19 ans, là. Écoute, le corps s'en ressent après quelques années. Tu sais, c'est le fret, le chaud, les exercices d'hiver, les guerres hivernales, tu sais, on l'a tout fait, là. On sait tout c'est quoi, là, tu sais. Puis je parle, il y a du monde, il y a des armes de combat, là, en ligne, là, vous savez c'est quoi, là. Je me plaindrai pas. Mais avec, tu sais, les chevilles, tout ça, les reconnaissances pour ça. Le dos, ben, j'ai un dos une colonne de verre qui appelle. Fait que je fais des hernies à rien. OK. Fait que, tu sais, faut que je sois hyper prudent. Tu sais, je viens de faire une grosse crise de douleur. Ça faisait 7 jours, là. Je me serais passé la semaine passée. J'avais abandonné. Là. À un moment donné, dans ma tête, là. Je pense qu'on va en parler tout de suite parce que, tu sais, ton discours, on se connaît bien. Je l'ai souvent entendu quand tu dis je veux me passer ou je veux me tuer. Je pense que t'es sérieux dans ça parce que à cause de toutes les douleurs que tu as, la douleur chronique, les affectations, éventuellement, tu as envisagé l'aide médicale à mourir. Oui, ben, j'en ai parlé. Premièrement, j'en ai parlé avec ma médecin de famille. Puis, ma médecin de famille, elle m'a dit, ben écoute, Guy, parle-en avec ta psy. Discute avec elle. Fait qu'on a fait les premières procédures. Ma médecin de famille a fait... C'est quoi les premières procédures de l'aide médicale à mourir? C'est de faire la demande à ton médecin de famille. Puis eux vont te guider dans le processus. Donc, de façon verbale, t'es clair. Ouais, j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir. Après ça, il y a une première entrevue qui doit être faite par ton psychologue, psychiatre. Après ça, il y a une entrevue externe avec des médecins externes pour voir. Les autres, ce qu'ils veulent voir, c'est voir si tes diagnostics sont justifiables pour l'aide médicale à mourir. Dans notre cas, nous autres, souvent, ils le sont.
Puis, après ça, ben, c'est de refaire, quand je vais être prête, c'est de choisir la date, puis refaire une autre entrevue. C'est encore la décision. Tu sais, il y a tout un procédure. Si tu avais voulu mettre fin à tes jours, ça serait déjà fait. Oui. Oh, Okay. Tu aurais choisi une date. Ah, ben, regarde, j'ai essayé 4 fois, j'ai manqué mon coup 4 fois. Là. Ben, manqué mon coup. C'est arrivé des circonstances assez spéciales qui ont fait que je suis pas parti. Tu veux-tu m'en parler? Oh, oui. Oh, oui. La première fois, c'est, je pense, en venant de Bosnie. Quelle année? Oh, Christ, 1993-94. OK, on revient. T'es rentré en quelle année, Guy, dans les forces? 1980, j'ai signé en 88, je crois. OK. Ouais, dans ces années-là. Là. OK. Puis j'ai gradué 90-01. Fait que tu avais déjà une mission à Chypre. Ouais. Tu étais sur ta première mission en Bosnie. Ouais, tu reviens à la exactement. maison. Ouais. Puis c'est quoi le déclencheur? À ce moment-là, à vrai dire, Steven, là, j'ai une mémoire de poisson rouge. OK. Mais tu sais, il y a des événements marquants, le déclencheur à Est-ce ce que moment-là. tu penses que c'est un trouble de l'humeur à ce moment-là? Oh oui, totalement. Écoute, nous autres, dans ce temps-là, oublie pas, on n'était pas diagnostiqués pour fuck all. Mm-hmm. On venait d'une mission vraiment fucking frustrante, parce qu'on avait 2 mains attachées. Moi, j'ai vu du monde se faire tuer. Hostie. On a fait des échanges de prisonniers. On s'est fait tirer dessus. J'ai escorté l'évêque de Mostar. J'ai vu la destruction hostie, de toutes les églises hostie, en Bosnie. J'ai ouvert des secteurs. On a découvert des charniers. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. On a été pognés en otage. Hostie. Pas de coms pendant fucking 72 heures avec personne. On partait en patrouille. Hostie. Il y avait 2 véhicules, 6 gars, puis ce qui était avec nous autres. Mm-hmm. Tu sais, on pis de coms avec personne. Fait que, tu sais, à un moment donné. Mais je te ramène. Tu reviens. Je pense que je suis en tabarnak. Puis j'ai juste le goût de que ça arrête. OK. Mais est-ce que tu te rappelles de souffrir à ce moment-là? Ah ouais, j'avais mal. J'avais mal en dedans. Physiquement? Ah, ben, puis tu sais, cette douleur-là, je m'en souviens encore. J'ai mal en dedans, j'ai mal partout, j'ai mal. J'ai mal. Tu sais, j'ai mal. J'étais écœuré. Puis. Il y a un mal à l'âme aussi qui vient. Ouais, avec ben, ça. tu sais, c'est la souffrance, la mort des enfants. Tu sais, moi, mon plus grand traumatisme, je l'ai découvert, c'était quoi? C'est les enfants. Je passe à côté d'un playground, puis je me mettais à courir. Je voulais pas les entendre. Tu sais, je les entends crier, je les entendais pleurer, je les entendais pas jouer. Puis j'ai guéri de ça, là, peut-être, my God, 2-3 ans, avec Marc Dauphin. On s'en va à Saint-Damien-de-Buckland. Puis on débarque des chars, puis l'école primaire est juste en arrière. Les enfants sont tous dehors dans la cour, puis ils jouent. Puis Marc, il me met la main sur l'épaule, puis il me dit « Ah, ça fait-tu du bien pas les entendre crier? » Je me suis fait de bord. Je fais « What the fuck? » Puis je me suis mis à écouter, pour le vrai. Tu sais, je m'étais conditionné à de quoi. Puis c'était mon cerveau là, qui me jouait des tours, je le sais. Là. On est tous assez intelligents pour le savoir, mais le tour qui est en train de te jouer est tellement fort que tu peux pas t'en défaire. Puis ça a pris un chum qui comprenait ça, parce que Marc, c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Mm-hmm. Puis Ben, faut dire aux gens, Marc est un ancien urgentologue C'est ça. dans les Forces armées canadiennes et, entre autres, a été en charge de la salle d'urgence à Kandahar. Oui, c'est tout qu'un bonhomme. L'aérodrome, donc, il a traité plusieurs blessés et des décès aussi, canadiens et étrangers. Là. Il m'a guéri, ouvert les yeux, brisé l'esprit. Du moins, mettre le doigt sur un déclencheur. Oui, puis tu sais, je savais que les enfants, pour moi, c'était quelque chose de fort, parce que à chaque fois que les enfants ont beaucoup de place dans ma vie, à chaque fois qu'un enfant est là, il prend toute la place. Mm-hmm. Puis, parce que je trouve qu'on ne lui fait pas assez de place. Mm-hmm. Puis, depuis ce moment-là, tu sais, je me sens mieux. Là. Tu sais, ça fait du bien. Les filles, quand ils viennent, les filles à Marie-Noël. Blanchette, parce que je suis parrain de celle du milieu. Puis quand ils viennent à la maison, c'est 3 filles, hein? What the neck? Mais, tu sais, au moins, je suis là, puis j'ai du fun à les écouter et avoir du fun. Tu sais, à se parler quand ça se met à crier. Puis quand ça se met à crier, c'est-tu encore difficile? Non, je suis capable de manager. J'ai plus d'émotions qui montent. Fait que, tu sais, je suis capable de rentrer dans la conversation, faire les filles, il se passe quoi? Ouais. Je suis beaucoup plus smooth. C'est sûr que, tu sais, il y a tout un petit quoi. Tu sais, quand tu vois un enfant pleurer, moi, ça allume de quoi? Ça vient comme, tabarnak. Tu te souviens-tu à l'époque comment tu voulais mettre fin à tes jours? La première fois? Mon P38, hein?
Il m'a suivi longtemps, lui. J'ai encore des balles à la maison. J'ai plus le gun, mais j'ai les 6 balles. Puis mon P38, un snub-nose, je me suis accoté, puis ça a fait tac! Il n'est pas parti. La balle, tant qu'à moi, il y avait eu l'humidité, parce que, tu sais, maintenant, on y promène, ces affaires-là, ça devient humide, puis... coup pas parti, fait que j'ai remis le gun là, je me suis assis, puis mon père a appelé. Après? Ouais. Puis mon père appelait jamais. Puis mon père a appelé 2 fois de même. Mon père, quand j'ai fait ma crise de cœur, puis il m'a emmené à l'hôpital militaire, puis après ça, à l'hôpital d'Enfant Jésus, c'est mon père qui est rentré dans la porte. Il est arrivé plus tôt. Sans ça, j'étais mort. Frappé le coin de la table, moi. Cœur m'a arrêté. Tu veux dire cette tentative de suicide? Non, après chip, là. Quand j'étais malade. OK, j'essaie de... Le cœur m'a arrêté à ce moment-là. Ça fait que mon père a toujours été là pour... Dans ces séquences-là, il a toujours apparu, puis moi et mon père, on a 0 proximité, là, mais il a toujours apparu dans ces moments-là. Est-ce que tu penses que le fait que la balle n'a pas été mise à feu, ça a été un signe pour toi de dire hey, peut-être que c'est pas mon heure qui est venu? Comment tu as interprété ça? As-tu été hospitalisé suite à ça ou tu as juste fait le constat par toi-même puis rangé ce gun-là? Ouais, j'ai tout rangé ça, j'ai continué ma vie. Puis j'ai refait une autre tentative. Une autre tentative. Je voulais me passer en char. Fait que j'avais bu une bouteille de Jack, puis je suis tombé endormi. Bonne affaire, là, mais tu sais... Tu as bu dans ton char avant de prendre la route? Ouais. Je m'en allais me planter. Trop chaud, t'es tombé endormi. J'étais dans le champ, milieu de... Tu sais, je m'étais en allé d'un rang, pas déranger personne, puis ils vont me retrouver dans le champ un moment donné, là, infirmier quelque chose, ils m'étaient un squelette. Mais tu voulais mettre fin à ta vie par coma éthylique? Non, d'arriver, puis baboum, on va pogner... De rentrer un arbre ou rentrer dans quelque chose. Ouais. OK. Fait que, tu sais, il y a eu ça, je pense qu'il y a eu 3-4 tentatives. Puis à un moment donné, je me suis assis... Je suis curieux de savoir les 2 autres, c'est quoi? Tout par arme. Tout par arme, puis il y a tout le temps eu un moment où il y a eu un changement. Tu sais, il s'est passé de quoi, puis genre non. Ah non. Puis à un moment... Est-ce que tu es capable de voir je pense une corrélation entre les événements par rapport au déclencheur? Serais-tu capable de voir oh oui, ben oui. Le même pattern? Ben oui. Tu sais, Steven, ça part avec nos parents. Hein? On arrive des fois on va aller là. Ah, ben, moi, écoute, je viens d'un père narcissique puis d'une mère contrôlée. Puis mon père... Me trompes-tu si ton père était en politique? Mon père était policier. Mon grand-père était en politique. Puis j'ai été élevé beaucoup plus par mes grands-parents, des gens hyper aimants, un grand-père très politisé. Il a fait élire un libéral ici dans la région. Ce qui était le père à ton père? Oui, le père à mon père. Donc c'est du côté paternel. Puis ma grand-mère, c'était une petite madame priante, aimante, extraordinaire, qui m'a aimé, qui m'a fait grandir, qui m'a fait aimer la différence, parce qu'elle me disait tout le temps, quand les gens sont différents, ils sont spéciaux, aime-les plus. Fait qu'elle m'a emmené à voir la différence beaucoup. Tu sais, j'ai été l'ami avec le premier noir à Gatineau. Patrick, c'était mon job. Tu sais, puis Patrick est devenu policier. Après ça, il a lâché la police parce qu'il vivait du racisme. Il est revenu, puis à cette heure, il travaille pour le ministère. Il était à Stats, là, en tout cas. Tu sais, il est au gouvernement. Puis, mais... Tu sais, j'ai été élevé dans un milieu avec beaucoup de différences, de dichotomies, beaucoup de violence, puis beaucoup d'amour. Puis la violence, ça venait de ton père. Ouais, mon mais père, étant donné que tu vivais pas avec ton père... Je vivais avec eux autres, mais le matin, je partais, puis je m'en allais soit avec ma maman que tu as rencontrée, Anne, qui n'est pas ta mère biologique. Non, c'est ma nounou. Ouais. De 3 mois à aller à 16 ans, ça a été... Toi, tu la considères comme ta mère aujourd'hui? Parce que l'attachement émotif, ça fait dans ces années-là, là, de 3 mois à aller à 2 ans, c'est tout l'attachement émotif d'un enfant se fait dans cette procédure-là de développement. Écoute, quand j'ai commencé à parler, je l'appelais Mom devant ma mère. Ta mère réagissait comment?
de façon très négative, mais elle n'était pas capable. Ma mère avait ses limitations. Mon frère était très, 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 très présent dans ces années-là. Tu sais, j'ai pas... Est-ce que tu le disais par vengeance pour lui faire comprendre que... Hey, Alors, j'étais bien trop petit. OK. Je n'avais pas ça. Écoute, j'étais tout petit quand j'ai commencé à parler. J'avais peut-être 8, 9 mois. Tu sais, j'étais tout petit bébé, moi, là. Tu sais, j'avais pas de méchanceté. C'était de l'amour pour la personne qui m'en donnait, point. Puis, tu sais, ultimement, moi, j'ai fait la paix avec ça. Tu sais, mon père, j'en ai-tu voulu? Fucking right. C'est pas un père. Puis, j'ai jamais voulu être un père comme lui. Puis, je l'ai été. Tu sais, moi, j'ai un fils où j'ai été aliéné, puis j'ai pas de relation avec. Puis, j'ai Jonathan. Puis, j'en suis totalement fier. Je l'ai élevé, puis c'est un petit gars extraordinaire. Puis, je suis fier de qu'est-ce qu'il est devenu. J'ai fait toutes les gaffes. J'étais un gars de tous les extrêmes. Puis, tu sais, 4 divorces. La vie militaire, ça nous emmène à vivre des affaires, puis du détachement aussi beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que ça part de là, de l'enfance, puis déjà là, je suis rentré avec un mal de vivre. J'avais pas été aimé. Fait que, tu sais, on a Mais en même temps, tu dis que tes grands-parents t'ont donné beaucoup d'amour. Ouais, mais c'est pas tes parents. C'est un manque, ça, là, profond. Là. Psychologiquement, c'est un manque profond. De ne pas être aimé par ses parents, c'est un manque. Parce que tes parents sont supposés t'aimer. Fait que, tu sais, il y a toute une psychologie derrière tout ça. Puis ça, ben, tu sais, c'est génétique. Là. C'est crissement plus fort que moi pis toi. Il faut que j'arrête de frapper le micro. C'est beaucoup plus fort que moi pis toi. Fait que, tu sais, il faut combattre tout ça. Puis là, ben, on vient mener des processus hyper violents. Hein, parce que l'armée, on va se dire, moi pis toi, c'est pas un processus de papillon. C'est de la violence en boîte. La nature du travail particulière est violente. C'est ça. Ouais. Et surtout dans les armes de combat, là, on parle réellement des armes de combat, ce que moi et Steven, auxquelles on a été exposés. Puis même dans nos métiers connexes, les gens vivent de la violence à travers nous autres. Fait que tu sais, tu mets ça, un petit gars mixé qui n'a pas été aimé, tu imbriques de la violence. Une chance que j'ai eu la guidance des femmes autour de moi. Tu sais, ma grand-mère qui était très, très présente, Anne, qui est une femme hyper aimante, extraordinaire. Grand-mère côté paternel, encore une fois. Ouais. Okay. Ben, ma grand-mère, Yvette aussi, elle était hyper, ça du côté de ma mère, les Angrignon. Tu sais, tu parles de mixité, parce que tu as des origines autochtones. C'est ça. Première Nation. Oui. C'est du côté de ta mère? Du côté de ma mère et de mon père. Ah, les deux? Les deux. OK. Les deux côtés. On a une descendance des deux côtés, en plus du côté paternel qui vient des Riels. Fait que, tu sais, les Riels, c'est déjà là, c'est un autre stock de mix. Là. Fait que, j'ai l'impression qu'en Outaouais, il y a un bon pourcentage de gens originaires, ou du moins avec une lignée de... C'était le lieu de rencontre. C'était le lieu où tous les tribus venaient se rencontrer. De tous les rivières, ça descendait. De tous les lieux, ça venait de l'ouest. Les plus grands parois ont été faits mais surtout du nord. Oui. Mais surtout du nord. Tu sais, les échanges commerciaux, les pots, tout passait par ici. Tu sais, la pointe Gatineau, c'était un secteur de trait autochtone. Fait que, puis le premier magasin de trait blanc, il était là. Fait que là, ils sont tous en train de découvrir ça archéologiquement. Tu sais, on a une richesse en Outaouais. Là. C'est malade. Écoute, on a King, qui est la fondation du Parti libéral, on a une richesse historique à Ottawa. C'est malade mental. À Gatineau aussi, dans le parc de la Gatineau, il y a une richesse là-dedans. Là. C'est malade, c'est fou. L'accès au parc est plus difficile, par exemple. C'est pas une grande autoroute, c'est des routes qui traversent des villages et les villages souhaiteraient avoir le parc de Gatineau pour eux-mêmes. Il n'y a pas de politique aujourd'hui. Ouais, mais ça, viens pas chier dans ma cour. On est tous de même. Là. Hey, je suis bien chez nous, viens pas m'écœurer. Là, mais à un moment donné, tu sais, ta liberté s'arrête où ce que la liberté des autres commence. Puis il faudrait peut-être, à un moment donné, reconscientiser les gens que le petit nombril, là, ben, il est sur le ventre à eux autres. Arrête de le regarder, man. Tu sais, puis regarde dans l'assiette de l'autre, puis s'il en manque un peu, ben, pose donc un petit peu de ton surplus de son bord. On a... le COVID nous a fait hyper mal, mais on était déjà dans cette tendance-là depuis 10 ans. Dis-moi à quel point la COVID, toi, personnellement, t'a affecté. Toi, ça a été zéro. Ah, c'est-tu que j'ai adoré ce moment-là. En retrait. Ah, c'est-tu que moi plus pas voir le monde. J'étais tellement fucking bien. On avait pu...
ça l'a tué la convention d'être obligé d'être là physiquement. Voyons, Chris, on a toute la technologie. Regarde, on a plein de monde avec nous autres là, qui nous écoutent. Là. Ouais. Sur TikTok, qui sont partout. Partout. Mais tu n'aurais pas pu t'isoler par toi-même avant la COVID? Je voulais pas. Je me faisais harceler. C'était pas m'isoler. Moi, c'est ça que je voulais faire. Crissez-moi patience. M'en aller dans mon petit trou. Moi, j'étais un gars de trou. J'aime ça écrire, j'aime ça lire, j'aime ça penser. J'aime ça articuler ma pensée. Puis ceux qui l'écoutent, ils l'aiment, ils l'aiment pas, c'est correct. Ça prend des discours divergents en société pour pouvoir avancer. Les plus radicaux sont des fois les plus importants parce qu'ils te font réfléchir à toi qui est dans la norme, que des fois, ta norme est peut-être dépassée. Mm-hmm. Moi, est-ce que tu penses que des mesures, justement, des mesures sanitaires, où est-ce qu'on allait davantage s'isoler, comme on dit, n'a pas aussi très bien servi les gens qui ont de la difficulté avec les interactions interpersonnelles? Ben oui, totalement. Les gens qui ont une grande bulle, les gens qui ont de la difficulté à se faire approcher physiquement, se faire toucher. Totalement. Totalement. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Mais je me demande si c'est pas un couteau à double tranchant, justement, d'offrir librement et sans jugement la possibilité d'être de moins en moins en contact avec les gens et de moins en moins proche physiquement avec les gens. Je me demande si ça n'a pas contribué à exacerber cette volonté-là de dire « Hey, j'ai le droit, moi, d'avoir... » Tu sais, tu parlais tantôt d'Internet, d'avoir cette non-proximité-là. D'avoir cette distance-là ou ce filtre-là. Puis les masques, je crois qu'il y a un pourcentage de la population qui porte encore des masques. Ah, totalement. Parce que ça leur servait bien de porter des masques et d'être davantage dans l'anonymat. Regarde TikTok, les filtres. Aussi? Regarde les touch-ups sur toutes les apps, toutes les affaires que tu peux faire. Tu peux te transformer totalement, pas être la personne, puis tu peux être irréel totalement. Pourquoi je dérange? Pourquoi je fais chier? C'est parce que je suis moi. Je suis pas personne d'autre. Moi, un troll, je vais le confronter avec mon nom à moi, je m'en sac. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de courage en société. On se crie après, on se traite de tous les noms à place d'essayer de se procurer ou d'aller chercher quoi dans la divergence de l'autre. Tu sais, moi pis toi, on est totalement deux antipodes. On est très différents. Mais pourquoi qu'on s'entend? C'est parce que je puise dans qui que t'es. Ben parce qu'on se respecte. Oui, mais je puise Je respecte que tu aies une façon de penser, une façon de faire différente de la mienne, et vice-versa. Mais je puise dans qui que t'es aussi, dans ta différence. Moi, je fais... Ah, ouais, peut-être qu'il a raison. Mais allez voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, quand tu me challenges vraiment, parce que tu me challenges dans bien des affaires, puis je trouve ça le fun parce que, ça me tient alerte, moi, comme plus vieux. Ça me tient alerte intellectuellement de penser à vous autres. Parce que moi, j'ai fini de construire. Là. Je veux m'en aller. Moi, je veux prendre la sortie out. Là. Quand ça va devenir trop intense, toute cette douleur-là, toute cette souffrance-là que je vis, tu vas choisir ta date. On va prendre la clé, on va mettre ça off, ça va être fini. Moi, il n'y a rien qui me retient ici. J'ai pas peur, Dieu n'existe pas, j'ai pas peur du jugement après. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis j'ai plein de monde autour de moi qui me prouve à tous les jours que je suis une bonne personne. Malgré tout ce qui peut être dit. Tu as développé, ou du moins tu es en train de développer une nouvelle communauté sur TikTok. Oui. Avec justement, comment je peux dire ça? Une direction bienveillante. Donc, tu veux-tu nous en parler un peu ce que tu as décidé de créer comme secte? Oui, c'est la secte des peacemakers. Je t'agace, mais... Ben, c'est un peu sectaire. Oui. Oui, c'est un peu sectaire. Parce que tu as beaucoup d'influence sur les gens. Ben, Tu peux avoir beaucoup d'influence sur les gens. C'est dans la bienveillance, OK? Je commençais avec ça, je te l'ai dit. C'est ça. J'ai dit dans une intention bienveillante. Je parlais avec des mes chums à travers le monde, puis on discutait de la montée de l'incapacité d'accueillir l'autre dans sa différence. Puis ça, là, c'est partout. Tu sais, je parlais, mon chum est espagnol, je parlais avec un autre qui est australien, puis j'ai un chum qui est j'ai une amie aux Pays-Bas. Tu sais, on discute, puis c'est tous des gens qui ont
le même un peu, même parcours, background que le mien. Puis on discutait, puis on se disait, sacrément, ça n'a pas de style d'allure, tu sais, parce que, tu sais, on s'envoie des traînes, puis on y va dans le Brabado. Hey, mais moi, j'ai vu des affaires, man. God, ça fait mal, là. Tu sais, les écouter du sein du nez, là. Tellement que t'es incapable de comprendre comment que les gens ont fait pour se rendre là intellectuellement, là. Ça fait mal, là. Ça grind, tabarnak. Fait que tu étais surpris de la faiblesse intellectuelle de la population? Oui, exactement. Puis on s'est aperçu collectivement, en discutant, que, en parlant avec des professeurs dans nos différentes régions, que, on a un problème éducationnel sérieux, sévère. Ouais. Puis tout se situe dans l'éducation, tout se situe dans comment on est rendu qu'on communique. Tu sais, j'aime ça m'amuser à aller dans des pages qui sont plus divergentes, plus... Où ce que les gens... Polarisantes, oui, merci. Puis aller discuter, essayer de discuter avec les gens. D'ouvrir une discussion sur un commentaire, ou aller faire un commentaire puis voir la réaction des gens. Puis des fois, là, je te pogne des trolls. Là. Mon gros tabarnak, hey, c'est parti, là. Et tous les qualificatifs possibles. Puis là, je me dis, OK, man, comment t'as fait pour m'évaluer comme ça? Comment t'as fait pour dire que j'étais un gay? En tout cas, tout. On est beaucoup dans le jugement pratique pour pas se challenger individuellement. Je vais te passer une question qui peut peut-être être un peu confrontante. Est-ce que tu crois que tu es toujours à la recherche d'un combat pour t'étourdir? Non. Non, j'ai besoin... Parce que tu sais que tantôt tu me dis, c'est là où est-ce que ça ne drive pas pour moi, tu dis... Vas-y. J'aime ça être dans mon trou, j'aime ça avoir la paix, j'aime ça être davantage isolé, mais en même temps... Tu te donnes comme défi d'aller répondre à des trolls dans des pages qui sont plus conflictuelles. C'est pour ma compréhension. OK? De s'exposer à la différence, à cette discussion, de comprendre pourquoi que la personne est rendue là. Tu sais, là, j'ai commencé à suivre Out of MAGA. C'est un mouvement qui est en train de prendre en grandeur. C'est des gens qui quittent le mouvement de MAGA pour s'en aller plus dans une politique, oui, républicaine, mais... plus modéré. Mais MAGA, c'est pas l'histoire des États-Unis dans son entièreté. Make America Great Again. Ça appartient pas au Parti républicain. Mais c'est devenu comme une entité en soi qui est en train d'être étudiée en psychologie et en sociologie par des grands experts. Puis, c'est dans tout, Steven. On a besoin, l'écho, là, on subit l'écho de la COVID, là. C'est la recherche de son appartenance à soi dans l'individualisme. Parce que il y a autant de solutions que d'individus sur Terre, ça j'y crois. Parce que moi puis toi, on cliquera jamais pareil, on n'avancera jamais pareil, puis on n'aura jamais les mêmes besoins. Moi, mon besoin, il est intellectuel. Je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre. Je veux comprendre. Puis ça, c'est depuis 32 ans, je veux comprendre. J'ai vu des choses, j'ai été présent pendant des échanges de prisonniers, j'ai rencontré des belligérants, j'ai des leaders charismatiques très monstrueux, mais très charismatiques. T'as le goût d'être chum avec eux autres. Mais tous les grands leaders de ce monde sont très charismatiques. Ouais. Je fais une grande généralité, mais il y a des exceptions. Mais la plupart des gens qui ont beaucoup de pouvoir sur les autres... Ils ont une belle personnalité. S'expriment bien. Moi, j'ai rencontré des sheiks, là. Wow! C'est pour ça que je te dis que au début, quand tu as commencé à faire ça, les peacekeepers, puis tu as commencé aussi à t'adresser à la communauté anglophone sur le réseau social, je me suis dit, tabarnouche, il se positionne beaucoup comme un peu un gourou du bien-être. T'sais. Non, puis le peacemaker, c'est juste d'essayer de mettre en perspective les choses, de dire, hey, il y a une différence, elle existe, sois respectueux. Ouais. Tu sais, le LGBT, là, sa différence donne rien, t'enlève rien à toi. Absolument fuck out. Moi, écoute, j'ai des amis gays que j'adore. Tu sais, puis j'ai rencontré des gens de la communauté LGBT, de Rainbow Community chez nous. Marco Roulier, que je t'ai présenté, un gars extraordinaire avec une pensée là, organisée, puis un gars brillant.
Puis il m'a amené à réfléchir à des choses que j'avais pas réfléchi parce que, tu sais, je suis très supporter de la communauté LGBT. Je l'ai toujours été. Je suis un féministe depuis 1991. J'aime la différence. J'aime comprendre pourquoi l'autre est pas capable de voir la richesse dans la différence. Tu sais, moi, ma grand-mère, je t'ai dit, mes deux grand-mères, c'est ce qu'ils m'ont appris. Puis la communauté autochtone, souvent, il y a beaucoup de racisme. Tu sais, les Métis, on est très, très, très à des outcasts parce qu'on pense comme moi. Le drapeau métis, c'est ce que c'est. C'est la mixité à l'éternel. Est-ce qu'il y a du racisme à l'intérieur des peuples de Première Nation? Énorme. Je pense qu'ils sont encore pires que nous autres, comme les Arabes. Hey, écoute, j'ai vécu au Moyen-Orient pendant 40 ans. Sacrément. J'ai été en Chine, bout de Christ. Il n'y a pas plus raciste que les Chinois. Puis là, s'il y a quelqu'un qui même vient... entre eux. Entre eux! Ils sont terribles. Puis avec nous autres, c'est boire. Une chose qui m'a surpris beaucoup. Zéro respect. Sur les réseaux sociaux, ils organisent des dates, OK? Du speed dating, puis t'as un homme ou une femme qui est en avant d'un groupe du sexe opposé, du sexe ouest qui est attiré. Puis ça donne que c'est des Noirs. Puis je réalise que il y en a qui ne vont pas vers une personne à cause de sa peau. Puis là, c'est pas... Puis ils sont tous des Noirs, là. Mais ils sont pas tous noirs de la même Entre noirs, ils sont racistes. T'as-tu passé du temps en Afrique? Ben, je voyais justement que « Ah, non, toi, t'es trop noir. Oh, ah non, toi, t'es trop light skin. » Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est un exemple. Mais... OK, on est en 2024. On n'est même pas capable de parler de racisme systémique sans que nos gouvernements... il n'y en a pas de racisme systémique. C'est un concept philosophique quand même à la base. C'est un concept philosophique qui est difficile à saisir si tu n'as pas d'exemple concret. Parce que... On en a. OK, Joyce et Echaquan, c'est une conséquence du racisme systémique. Explique-toi. Quand quelqu'un part de la réserve, s'en vient dans un hôpital, se faire soigner, puis le premier réflexe que tu as, c'est une droguée. Elle a 7 enfants, puis elle n'est pas capable de... C'est dans sa tête. Steven, combien de fois que je me suis fait dire que ma maladie, tous mes bobos de corps, c'est dans ma tête? Mais encore une fois, tu es d'accord pour dire que le psyché a une influence sur les douleurs. Tout le temps. Mais il y a des conséquences corporelle. Tu sais, l'alcoolisme, c'est psyché. Mais calice, ça boit de quoi, là? C'est une douleur conséquentielle. Oui, tu peux traiter la douleur avec la prise d'alcool. Fait que, tu sais, la réalité dans tout ça, c'est que on est dans le jugement rapide. Socialement, on juge tout. Socialement, on s'installe, on est raciste. Si on a peur de la différence, c'est automatiquement. Mais des fois, ça peut-tu ne pas être une peur? Mais c'est toujours basé sur une peur, Steven. La peur du changement, la peur de la différence. Le racisme... Un petit peu. Est-ce que ça pourrait s'apparenter comme du racisme quand quelqu'un serait tanné de toujours se faire rentrer quelque chose dans la gorge de force? Non. Non, parce que là, c'est... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais qu'à un moment donné, un groupe, une minorité sort, puis est comme très présente dans la sphère publique et... Puis ça reste une minorité, donc l'ensemble n'est pas nécessairement... On va prendre le cas des drag queens. Parce que ça l'a divisé les gens, ça l'a emmené des gens à dire des affaires affreuses, puis à faire des généralisations très, très, très... c'est quoi ton point de départ quand tu veux qu'on discute de ça? C'est parce que tu parles, tu sais, ça peut être basé dans quoi qui est drivé derrière la tête. Non, mais ça pourrait être des apparences de racisme. Quelqu'un qui dit, là, je suis écœuré d'en entendre parler. On peut-tu me parler d'autre chose? Je suis pas contre la communauté, mais ça commence à tellement me faire chier que là, je commence à penser que je suis contre la communauté. Des fois, ça pourrait avoir des apparences de je suis écœuré d'en entendre parler parce que pour eux autres, il y a de l'acceptation, sont ouverts à la différence, mais à un moment donné, l'exacerbation de vouloir à tout prix convaincre tout le monde tout de suite que ça a sa place, mais ça peut créer une acerbation de certains individus qui disent « Hey, moi, je suis tanné d'entendre ça. Parlez-moi d'autres choses. » Je vais aller
Mais ça se pourrait qu'eux autres se fassent dire, ben, t'es raciste. Oh, ils vont se le faire Parce dire. que ça peut être une pensée binaire. T'es avec nous ou t'es contre nous. Mais ça se peut que je suis avec vous, mais à un moment donné, donne-moi un break. Mais lâcher la pensée binaire. Puis là, tu sais, puis c'est aussi la source, OK? C'est pour ça que je voulais aller là. Parce que Attends un petit peu, je vais juste clarifier ma pensée, parce que le combat est nécessaire. Je suis convaincu que le combat est toujours nécessaire, puis on doit continuer à justement... Ton live est fini? Oui, ça se peut que c'est terminé. Donc, que ce combat-là, pour des années à venir, on doit continuer à supporter pour que, justement, dans la sphère publique, on voit le support pour ces communautés-là qui sont minoritaires. Mais ça se peut aussi que la façon d'y arriver soit un peu... pour certaines personnes, peut-être, souhaiteraient d'avoir une approche beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Beaucoup moins toute d'une shot, tout de suite, que progressivement. Parce que certains individus ne comprendront jamais jusqu'à l'heure de leur mort. Et des fois, ça va prendre plusieurs générations avant de faire accepter une différence ou un mouvement différent, un mouvement marginal. Ben, c'est ça que je dis. C'est que des fois, tu as peut-être à gagner de ralentir ton militantisme pour que la population te suive, pour pas que ça soit too much. Oui, ben, c'est ça que je dis, pour pas que ça soit too much. C'est beaucoup dans la communication. Hein, on a beaucoup oublié comment communiquer les choses, comment approcher les choses, parce qu'on a oublié qu'on en... Si tu fais du militantisme pour emmener un changement, ben c'est un changement. Ta société a 14 ans. Elle va se braquer, c'est automatique. Okay? En plus, tu as là 1% à l'heure actuelle qui a une grande voix, que lui, il veut rien savoir. il va t'emmener du trouble sacré à marde tout le temps. Puis il va prendre les plus faibles, puis il va les brosser un peu, puis c'est eux autres qui vont allumer. Fait que ça marche. Puis c'est une dynamique sociale qu'il faut être conscient. Elle est là, elle est présente, ça existe. Puis c'est pour ça que c'est important de faire attention beaucoup à comment on informe les gens. Tu sais, moi, je suis très verbal par rapport aux médias. Je les trouve alarmistes, trop présents. On a 2 chaînes de médias 24 heures au Québec. Qui sont responsables de propagande? Fucking right. Totalement. Mais le journalisme, à la base, c'est pas ça. C'est pas de créer de la propagande, c'est de créer de l'information basée sur des faits. On n'a plus d'informations là, depuis longtemps parce qu'on est rendu dans le journalisme d'opinion. OK? On a, au Québec, on a beaucoup d'opinions. Parce qu'on pense qu'une partie de la population n'est pas capable de faire sa propre opinion. Quand tu te dis que Martineau, Richard Martineau, là, OK, c'est bon, c'est l'opinion du Québec, on a un problème. Richard Martineau a sa propre opinion, mais dans l'espace public qu'il occupe. Ça a trop de place. Arrêtez. Trop d'informations. Mais pourtant, des Richard Martineau, c'est pas la majorité des gens... C'est pas la représentativité, son discours n'est pas la représentativité des médias de masse. Non, c'est au contraire, je pense qu'il représente un autre spectre. D'autres spectres. En minorité. En minorité. D'autres spectres en minorité, mais il y a trop de... Il n'y a plus de différence entre l'information et l'opinion. Il n'y en a plus. Ouais. Même les leaders de nouvelles donnent leur opinion. Hey, oui. T'es en train de dire la nouvelle, dis-la, ta gueule. Et s'ils la disent de façon... Tout le monde va switcher off. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même dans un propos... Comment je peux dire ça? Ils vont dire la nouvelle, mais tu vas ressentir leur prise de position sans nécessairement que ce qui est sorti de leur bouche donne leur position. Nous autres, on est des empathes en plus. Le ressenti, on le ressenti pour les empathes, mais pas juste ça, au niveau du non-verbal. Oui. Ben, tu le vois, là, l'inconfort. On tourne l'émission aujourd'hui, c'est les élections américaines. Hey. Demain matin, si on a fait la propagande avec des sondages, puis on se retrouve avec 7 points de différence à la fin des élections américaines, les médias québécois vont avoir de la difficulté à justifier tous les sondages qu'ils ont présentés au Canada et vont se demander pourquoi, exemple, les républicains ont gagné. 2016. Trump, quand il a été élu, tout le monde l'a fait. Oui. Puis moi puis toi, je pense qu'on en avait parlé. Bon, je me rappelle, on en avait parlé. C'est là, moi, c'est de voir la face à Richard Latendresse le lendemain matin. J'étais tellement heureux de le voir ça. D'annoncer la victoire de Donald Trump. C'est ça.
Tu vois avec un dégoût. Là. Il était confronté dans ses valeurs, dans ses émotions, puis il y a un travail journalistique à faire. Ben, c'est... Je pense qu'il y a un questionnement à avoir de la part des journalistes, à savoir, es-tu fait pour ce métier-là? Journaliste, là... Ou t'es trop dans tes émotions pour être capable de bien servir ton métier? Le journaliste, là, il est dans le droit social. Il est dans le droit constitutionnel. Il se maintient là. C'est la voix du peuple. Il regarde ce qui se passe, puis il est supposé nous rapporter les choses qui sont hors contexte, qui sont faites de façon que ça pourrait être illégal, ça, là, non? Population, à l'humain, là. Il y a des affaires illégales qui se passent ici, là. C'est supposé être nos yeux, nos oreilles, nos watchdogs, de tout ce qui se passe. C'est pour ça que la liberté de presse est si importante. Elle est importante, mais c'est parce que là, on n'est plus dans... Tu sais, si tu prends un Rebel News, tu prends toutes ces on est dans l'opinion toujours. Moi, j'écoute ces gens-là, là, j'essaie de déceler la nouvelle dans ce qu'ils sont en train de dire, puis c'est toujours une question d'opinion. Puis là, tu sais, les Bernie machin aux États-Unis, j'en suis un paquet aux États-Unis. Bernie Sanders? Non, Bernie, tu sais, celui qui a été pogné comme troll russe, là. Je suis désolé. C'est Rebel News, pas Rebel News, ça fait partie du groupe Rebel News, mais américain. Puis ça vient tout du Colorado, ça. Puis il y a un réseau qui ont été trouvés, qui était payé par le Kremlin, là, à travers RT, mais une sous-filiale de RT. Mm-hmm. Mais ultimement, tu sais, nos instruments sont là. Les gens sont pas réellement conscients que tout est de la propagande. Tout est un signal. Est-ce que tu penses que le journalisme, qui maintenant fait de l'opinion, un petit peu, c'est pas né des réseaux sociaux? Non. De cette volonté-là d'être une vedette, une volonté de... Attends un peu, là. C'est ça. Le vedettariat. Ce qui a tué notre armée, c'est le carriérisme. Ce qui est en train de tuer le journalisme, c'est de vouloir être... Moi, j'ai été élevé... Mais s'il n'y avait pas de médias sociaux, où est-ce que... Les médias sociaux ont juste libéralisé l'information, puis on est capable d'avoir des gars comme toi qui ont une conscience de ce qu'ils sont en train de faire, parce que tu as pris des décisions assez de haut niveau dans ta vie. Puis, les gens ont oublié de regarder le pedigree des gens. Qui me parle? Moi, là, mes boss m'ont toujours dit, Guy, c'est qui te parle, puis c'est follow the goddamn money. OK, cool. Qui c'est qui me parle? C'est-tu un intellectuel ou c'est quelqu'un qui est terrain? C'est-tu un technicien? C'est qui me parle? Moi, là, c'est la première affaire que je me dis. Who's fucking talking to me? Okay. Tu sais, quand on s'est rencontrés, la première affaire, qu'est-ce que je t'ai posé? T'as fait quoi d'info, Steven? Quand tu m'as dit force spéciale, je dis, oh, OK. Un planteur de graines. Lui, il va venir essayer de me jouer dans la tête une fois de temps en temps. Mais pourtant, moi, je suis loin de penser que si, exemple, une formation professionnelle peut te définir ou te donner... Elle te donne des outils pour emmener ta tête ailleurs. Définitivement, tu maîtrises des connaissances. Oui. Et ça ne veut pas dire que dans l'application, tu vas être capable de le faire. Je connais des gens hyper compétents, hyper connaissants, hyper incompétents. Exactement. Parce que tu atteins ton seuil d'incompétence à un certain moment donné. Hein. Personnellement, j'ai davantage la volonté de regarder les accomplissements de la personne, un petit peu, pas au niveau académique, mais par rapport à sa vie. Ben oui, mais par rapport à sa vie. Et ça va me donner une meilleure idée que les diplômes qu'il y a sur ses murs. Les diplômes, c'est une chose, Steven. Moi, là, j'ai rencontré des grands intellectuels, puis l'aspect social, il n'y avait aucune idée. Fait que l'application de leur science dans la... Excuse, le genou vient de me débarrer. L'application de leur science dans l'espace social, c'était des hosties d'incompétents. Voyons, Chris, parce que l'aspect social, il faut que tu l'aies aussi, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis un scientifique de sciences molles. Je suis un sociologue, philosophe. Mm-hmm. Je suis un gars de sciences molles. C'est pour ça que le racisme systémique te parle tant, parce qu'à la base, c'est ce que j'ai étudié. C'est une pensée philosophique. Ben moi, j'ai étudié le radicalisme toute ma crise de vie. Toute la montée du radicalisme, tous les mouvements plus sectaires, c'est tous les mouvements les plus difficiles à essayer de contrer pour essayer de voir comment on peut faire pour leur parler, puis essayer de les ramener plus vers un giron social plus grand, plus acceptable, plus universel, où ce qu'on peut se parler. C'est un espace public. Là. Tu sais, quand tu es dans ton coin, comme le Taliban, puis tout le monde te chante, t'es pas plus avancé. Là.
Fait que, tu sais, il faut bâtir ces ponts-là avec même ces mouvements plus radicaux-là, puis essayer de voir où est-ce qu'on peut s'entendre avec ces gens-là. Pourquoi tu es rentré dans l'armée, Guy? À cause de mon grand-père. Moi, à 14 Tu voulais rendre ton grand-père fier? Non. Non, à 14 ans, mon grand-père m'a inscrit aux Jeunes Nations Unies, puis j'ai représenté le Ouïghour. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi? Les Ouïghours, c'est des musulmans de la Chine qui sont encantés. Ils ont des camps de concentration pour leur enlever leur culture, pour les rendre chinois. Puis c'est près, c'est dans l'ouest, le nord-ouest de la Chine. C'est une grande région musulmane où les Chinois sont réellement en train de tuer cette culture-là. C'est une superbe culture extraordinaire qui est un peu sortie des Mongols. C'est de toute beauté, puis c'est en train de mourir. Fait que, c'est comme un peuple des Premières Nations? Ouais. On peut dire ça comme ça? Oui. Puis l'ONU se fait le défenseur des droits de cette... C'est cette nation-là qui est en train de disparaître. C'est une nation que les Chinois sont en train de tuer. Ouais. C'est un génocide, là, carrément un génocide. Donc, ils tuent les gens volontairement? Oh, ils sont dans des camps de concentration, Steven. On a des photos satellitaires de ça. C'est connu. Fait que c'est quoi ton rôle par rapport à ça? Ben, moi, c'était de discuter avec les autres pays puis d'essayer de trouver des ententes à cet âge-là, d'essayer de trouver des ententes, des solutions. Des pistes de solutions à travers la jeunesse. Comment influencer la jeunesse chinoise pour emmener cette conscience-là, que ça existe. Okay. Puis d'essayer de faire... Les Nations unies, c'est l'acceptation de la différence. Point. Ça a été créé par nous, le Canada, parce qu'on voulait emmener notre vision de « Hey, on est tous beaux. » On peut tout arriver à s'entendre. Parce qu'au Canada, on a réussi à créer un pays de rien. On était rien, puis on est devenu le quoi. Puis il y avait à peu près tous les restes dans le melting pot qui est arrivé ici. Des Français, des Anglais, il y a des Irlandais, il y avait de tout. Là. Hey, on a brûlé le Parlement. On a brûlé la Maison-Blanche. On a brûlé le Parlement à Montréal. On a brûlé la Maison-Blanche. On avait de quoi pour bâtir, là, nous autres. Là. On a eu beaucoup d'opportunités manquées au Canada, très dans le monde, je pense, par notre manque de courage, notre fait que la première fois que je suis sorti en Europe, c'est des tireux de marshmallow. C'est le même qui nous appelait. On est des mous, là. T'sais, on est plus des gars de... Mais pourtant, j'avais pas cette impression-là quand on était impliqué dans la guerre en Afghanistan. C'est pas la même armée. Toute ton armée puis mon armée, c'est deux armées complètement différentes. J'ai jamais été dans une armée d'agression. Moi, j'ai été dans une armée de connexion et de construction. Fait que t'appelles le conflit en Afghanistan une armée d'agression. Les Canadiens sont allés... C'est une guerre. C'est une guerre. Oui, mais... Point. On n'est pas une armée d'agression. Ben, vous avez été à l'offensive. Mais vous avez été à l'offensive selon les mandats donnés. Puis dans certaines circonstances, oui. Oui. Fait que, tu sais, ultimement, Steven, c'est pas ton ADN à toi. Non, pas en tout. Ton ADN, c'est davantage peacekeeper, un peu comme le mouvement que tu as essayé d'instaurer sur TikTok. Moi, mon ADN, c'est un human. C'est un ADN de human. La connexion humaine, la construction des liens, de regarder deux factions complètement différentes, des asseoir, puis de trouver des similarités, puis de les faire travailler. On l'a fait. Moi, j'ai fait ça toute ma 6 mois de vie, de travailler avec du monde qui ne voulait pas travailler avec eux autres. Moi, je ne veux pas travailler avec lui. On n'a pas le choix. Il faut trouver une solution. Tu sais, quand je suis revenu au Canada, un moment donné, on m'a mis d'une job. On dit, hey Guy, on aimerait ça que tu mettes en place la politique en matière de stationnement. Au Canada. Niveau des vétérans? Non, pour le fédéral, au complet. Politique de stationnement sur les terrains fédéraux? Fédéraux à travers le Canada. Okay. C'est ça, tous les véhicules de flotte, les bases militaires, tout. Hein? Ah ouais. Fait que là, je me suis mis à lire, tu sais, un peu sur l'histoire du fonctionnaire, puis ses priorités, puis tout le kit, parce que moi, je veux comprendre à quoi je m'attaque. Puis il y a 3 grands principes à quoi il ne faut pas que tu touches. La paye, le parking, puis la pension. Ça, quand tu t'attaques à ça au fonctionnaire... Ouais, les 3 P. Quand tu t'attaques à ça au fonctionnaire, ils t'aiment pas. Fait que j'étais dû au parking. Écoute, ça m'a pris... ça faisait 10 ans qu'il essayait d'implanter ça. Ça m'a pris 3 ans à le faire. Puis, c'est là que j'ai compris que les gens, tout le monde travaille pour l'image. Mm-hmm. Tout le monde veut
finir avec un gros smile en face, gros cheese avec hey, j'ai réussi. Puis moi, j'ai été élevé par un homme qui m'a toujours dit c'est dans l'anonymat, c'est dans le groupe que tu vas t'accomplir. Le bon guerrier pense pas à lui parce qu'il va mourir de ça. Le bon guerrier pense aux autres, puis il va survivre à la guerre. Fait qu'il dit, tu sais, Guy, assis-toi dans le groupe, assis-toi dans la marge du groupe, puis essaye d'emmener le groupe avec toi dans la bonne direction. C'est quand même contradictoire de dire assis-toi dans le groupe, mais en même temps, depuis que je te connais, tu as toujours été... Assis-toi dans la marge du groupe. Oui, mais tu t'es toujours positionné comme leader. Non. Ben, exemple, dans la fondation... C'est naturel. Laisse-moi juste énumérer ça. Même si tu n'es pas d'accord, je vais le dire quand même. Oui, vas-y. Tu sais, quand je t'ai connu, la création du podcast Deux Vêtes le soir, avec un ami à toi aujourd'hui qui est décédé, Claude Lavoie, tu te positionnais déjà là comme quelqu'un qui voulait faire partie de l'espace public. Donc, qui avait une opinion, qui voulait transmettre son opinion. Peu importe l'impact que ça va avoir, tu t'es quand même positionné comme leader d'une certaine façon. Après ça est arrivé la fondation du Balancier, qui était un organisme à but non lucratif dans lequel tu étais le président et tu chapeautais plusieurs sphères du rétablissement chez le vétéran. Ça va de la gestion de crise, référencement, chien de service au travers d'organismes accrédités, support d'activité pour développer cette communauté-là. Ouais. Donc, tu t'es positionné déjà là en leader. Ouais. Toi, tu vois ça comme ça. Non, mais pas juste moi. Je vais te donner qu'est-ce que les gens... ils perçoivent. C'est ça. Mais je perçois la même chose. C'est que tu t'es toujours positionné comme leader, comme un peu une pensée aussi pragmatique, mais en même temps philosophique. Oui, ça, oui. Ouais. Puis, tu sais, dans philosophie, je pense que ça va moins représenter un petit peu... Encore là, je fais une grande généralité, mais les hommes et les femmes qui ont choisi de servir les Forces armées canadiennes, je pense pas que ce soit des grands philosophes. Mais je m'intéresse pas à eux autres dans ce temps-là. Je vais m'intéresser à une autre marge chez nous. C'est peut-être une des raisons pourquoi les gens, à certains moments, t'ont mal compris. Ben, ils me connaissent cause de cette pensée philosophique-là. Parce que t'es pas un mauvais gars. T'as un bon cœur, puis tout ce que tu voulais faire pour le bien de la communauté. Ben, ma mission première, tu sais, quand Claude est décédé, quand Claude est arrivé, puis il y avait de quoi à dire, c'est... À un moment donné, je le faisais le soir parce que on se disait, moi puis Pat, Raymond, qu'au niveau du soir, plus d'écoute pour la voix à Claude. Claude avait de quoi à dire. Puis Claude, quand il était pas sous, il avait de quoi à dire, c'était intéressant. Mais je me trompe-tu que vous avez aussi créé ça pour combler la période dans une journée ou dans une semaine où est-ce que les vétérans sont plus laissés à eux autres mêmes dans des cas de gestion de crise? C'est ça. Le soir, la fin de semaine, c'est là où est-ce que davantage les services sont on ne voulait que... sont pas disponibles. Ouais, ça. Avoir une voix, un écho, donner de quoi, donner un exemple. Puis je l'ai vu ce rôle-là. Puis, donner un exemple. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, le podcast a mal connu, plein d'affaires. Puis ça, ces discussions-là, mais j'ai trouvé que le podcast avait été un succès sur toute la ligne, pour plusieurs raisons. Première, t'as donné la chance à plusieurs d'être initiés au niveau des médias, de connaître c'est quoi un podcast, puis d'avoir une vision qui se voulait être bienveillante pour la communauté. Puis à un moment donné, tu te souviens, je t'avais dit, vous faites beaucoup trop de politique. Ouais. Et si on fait trop de politique, on va diviser notre groupe. Exactement. Puis peu importe le côté qu'on décide de prendre, tu avais totalement raison. Politique, c'est là où est-ce que tu commences à diviser. Et quand on divise, là, ça devient émotionnel. Puis là, ça devient... C'est le leader de ça là, à qui je m'attaque. Tu t'es positionné en leader. Donc, d'une certaine façon, par ta position plus... une position engagée, ton éditorial, ça a fait réagir plusieurs personnes dans la communauté. Ça l'a fait fuir beaucoup de gens dans la communauté. Parce que tu es un déclencheur, tu es quelqu'un qui a des opinions, puis des fois des opinions qui sont très arrêtées, qui ne sont pas toujours nuancées. Puis des fois, peut-être qu'il y en a qui voyaient... En fait, je pense qu'il y en a qui t'ont sous-estimé. C'est que... Et d'après moi, c'était seulement basé sur les années de service que tu avais, ce que tu avais accompli dans les Forces armées canadiennes.
puis ne s'intéressaient pas au reste. De tout ce qui les importait, c'était tes états de service, tes faits d'armes pour t'attribuer une forme de crédibilité. Ah, ben, j'étais un caporal. Moi, là, dans les forces, j'étais un caporal à gros bras, là. Écoute, j'étais un gars de 4x4, j'étais un gars de troupe d'assaut, parachutiste. J'étais un gars de gros bras, là. Puis j'étais très intelligent dans l'armée, mais c'était pas ça ma priorité. Ma priorité de l'intelligence, quand mon intelligence, ils ont commencé à dire que tabarnak, Riel, il est quand même brillant, ben, c'est en 93, quand on pouvait pas emmener les officiers des coms avec nous autres pour faire, ou nos officiers d'intel, ben, ils nous ont traîné nous autres. Tu sais, c'est Hélène Tremblay puis son groupe à eux autres qui nous ont traînés à faire ça. Puis, tu sais, on se rapportait à Alain Foran, puis on travaillait, on avait notre rôle de requis, mais aussi on avait notre rôle d'intel, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'ai commencé à développer, quand j'ai fait le requis de leadership, ben, tu sais, ils ont vu d'autres qualités, tu sais, puis après ça, ben, tu sais, j'ai eu des formations, puis les gens qui me connaissent de mon service me connaissent de mes gros bras. Parce que j'aimais ça, c'est taper à la gueule à tout le monde. Donc, tu penses que tu as été victime aussi de ce passé-là Ben, c'est sûr. violent? Mais on a une communauté hyper raciste. On fait du badgisme, on fait du... On est sévère entre nous énormément. Ah, c'est terrible comment qu'on peut être sale puis cutthroat envers nous autres mêmes. Attends un petit peu. Je vais même développer, je vais aller plus loin que ça, parce que là, ça me met à réfléchir. Est-ce que tu crois, on va réfléchir ensemble, est-ce que tu crois que certaines personnes te voyaient dans une position de pouvoir, Oui. étaient confrontées avec le fait qu'eux avaient déjà eu des positions de J'étais pouvoir? l'homme à abattre. Mais ça peut être confrontant quand tu étais un leader toute ta vie, que tu as eu un grade élevé dans l'armée, tu as retrouvé du jour au Tu vois lendemain. un caporal aller, puis là, le caporal est en train de dépasser un Puis là, tu adjudant dis, maître. ben, pourquoi c'est pas moi qui est là? Pourquoi c'est pas moi qui représente cette communauté-là? Puis les caporaux, on a une mauvaise presse parce que, tu sais, le caporal de QM puis tout le kit, mais il y a des caporaux brillants là, dans l'armée. J'en ai rencontré une tabarnak de gang, moi. Des maudits bons caporaux. Puis dans mon armée à moi, les caporaux, c'était le béton dans les murs de briques. Là. Ben, c'est parce Sans eux autres, que tu sois caporal ou général, tu as ton expérience que tu as dans ta carrière. Puis les caporaux, on avait une manière de faire les choses que des fois, nos boss, tu vas-tu me poser des questions? Non, OK, ça va arriver. Ça va être fait demain. Ta gueule. Tu sais, il y a une recherche dans la communauté, il y a une recherche de pouvoir. oui, total. Mais ça sort de la maladie, Steven, qui est très encouragée, de un. Non, mais Puis de deux, ça sort du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'accomplissement. Je ne sais pas si tu as vu mes vœux aux gens qui se rappellent. J'ai fait des vœux particuliers aux gens qui ont des missions, puis des vœux particuliers aux gens qui n'ont pas de mission. Pourquoi tu voulais faire une ségrégation? C'est pas une ségrégation, parce que le merci n'est pas le même. Parce que moi, ma mission n'aurait pas été possible. On ne sera pas d'accord. Non, mais je parle des gens, tu sais, au Canada. Ma mission n'aurait jamais été possible sans ces gens-là. Puis je veux faire prendre conscience aux gens que, malgré leurs différences, là, ils sont aussi importants que nous autres. Puis on n'en parle pas assez de ça. On a tellement peur de parler de nos différences. On a tellement peur de dire, ben, tu sais, on est pareil, mais on n'est pas pareil. Ta souffrance n'est pas comme la mienne. Mais les mécanismes sont semblables. C'est le mécanisme, c'est la même. Qu'est-ce que je t'ai dit? Comme j'ai dit, Qu'est-ce que je t'ai dit? Le PTSD appartient pas à l'armée. Il y a autant de solutions que d'êtres humains sur la Terre. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Puis ça, là, ce discours-là, je l'ai depuis 10 ans. Puis il n'y a personne qui peut me dire autrement. Toi, comment tu guéris? Moi, comment je guéris? Comment Roger Chabot guérit? Comment... Tu sais, parce que j'ai écouté Mike. Tu sais, il a guéri... Comment Marie-Noël guérit? Comment Lisa guérit? On guérit tout différemment. Oui. On a tout notre propre processus. Puis c'est quand on commence à dire à l'autre, t'es pas correct. Je suis qui, moi, pour te dire que t'es pas correct? Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il y a des façons de faire, ou je suis pas d'accord avec la façon que tu fais ça, parce que en santé mentale, il y a des choses qui ne se font pas. La balance, la manière que tu fais tes affaires, puis la manière qui t'es, puis tout ça, je m'en calisse. C'est pas... Steven, on existe. On a tout le droit d'exister. On a tout le droit à notre place au soleil. Oui. Puis la seule personne qui va nous donner cette place-là au soleil, c'est nous autres. Il n'y a personne qui peut nous offrir le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de ne plus avoir d'attente,
sais, quand je te dis je m'en calisse, ben, c'est que j'ai plus d'attente. Si tu me donnes de quoi, c'est un cadeau. Si tu me chies dessus, t'es pas important. Ton jugement, je sais pas t'es qui. T'es pas important. Tu me connais pas. Tu te dis que je vais l'aider à la hauteur de qui je suis, puis ceux qui m'aiment me suivent. Qui m'aiment me Ceux suivent. qui m'aiment pas, Qui mange la marde. qui mangent la marde. C'est aussi simple que ça. Puis la réalité, c'est que ça l'a amené un mouvement, que ça l'a créé, toi, un monstre de coms super beau, qui est beau, qui est rassembleur. Ça l'a créé Café Félin, qui est devenu hyper concret. Mais tu comprends que dans cette volonté-là de rassembler, ça vient qu'une responsabilité de un peu des fois s'auto-censurer. Je voulais pas rassembler. Mon but était qu'on se parle. De rassembler, c'est pas ma job. Rassembler, c'est la job à Légion. Pas ma job. Ça, c'est un step au-dessus de moi, ça. Sauf que quand tu as créé la Fondation Balancier, tu l'as créé pour pallier à des lacunes C'est ça. de la Légion là, royale canadienne. Il n'y a plus de à lacunes. cette époque-là, avant la pandémie, personne n'était là à part les civils. Là, vous comprenez qu'il y en avait quelques-uns, prenez mon propre pied de la lettre, là. Mais les légions étaient visibles. Mais là, tranquillement, on commence à voir des légionnaires vouloir s'impliquer davantage. Pas rien que ça, Steve. Le ministère nous connaît tous. Fait que le ministère, là, s'est mis des mécanismes en place pour nous parler. Fait que quand ils voient qu'il y a un membre qui va vraiment pas bien, ils nous appellent. Puis ils viennent à nous autres, Luc, moi, d'autres, dans le réseau pan-canadien qu'on a créé. Parce que la pandémie, ça nous a permis de créer une table de concertation canadienne où ce qu'on s'est dit, il faut avoir des principes là, pour aller chez ces gens-là qui sont seuls, puis qu'on va perdre, puis qu'on sait qu'on va perdre dans leur cave. Parce que des gars comme moi, ils vont y aller dans ma cave, puis moi y aller pour m'être bien en tabarouette. Tu sais, dans mon petit condo, sur le coin que je sors jamais, ben j'ai pas sorti pendant 7 jours parce que j'avais trop mal dans le dos. J'étais bien. Je suis bien, moi, dans ma bulle. Mm-hmm. Mais des gars comme moi, il faut aller chercher. Puis, à l'heure actuelle, dans notre communauté, le ministère, la communauté en général, les vétérans, là, comme moi et toi, qui ont du combat, puis c'est tough, puis ça va pas bien des fois, puis il y a des moments qu'on crash en tabarnak. Quand est-ce qu'on parle de nous autres? Jamais. Mais là, de plus en plus. Non, on parle. Le discours, on nous écoute pas. Nos besoins à nous autres, là, les besoins particuliers que moi j'ai comme vétéran blessé. Parle-en. Okay. Non, moins besoin. Bon, mais moi, là, j'ai plus de mobilité. Je conduis plus depuis 2 ans. Oui. Je suis pas capable. J'ai un problème de dégénération qu'on sait pas trop c'est quoi, fait que je suis en train de perdre mes jambes. Je parle de tes besoins. Mes besoins. Transport adapté. Transport adapté. Mais ça, tu as ça, tu as possibilité de faire ça. Le gouvernement du Québec me donne ça. Oui. OK. Ben là, je m'organise avec mes amis. Puis le ministère nous offre un 1000 aussi pour nous aider à avoir de l'aide à la maison. Oui. Ça, j'ai ça. Après ça, mais il y a... Plus que 1000 maintenant. Ouais. Bon, je vais juste le dire. Puis... Ouais. Mais tu sais, j'ai un besoin. Mettons, je vais aller à la Légion. Aller prendre une bière à la Légion. Je vois comment? Transport adapté. Transport adapté, c'est pour tes services gouvernementaux. C'est pas pour aller à la Légion, aller prendre une bière. Tu peux pas aller à la Légion. Il n'y a pas de service qui existe pour aller à tes loisirs. Les Légions, ben c'est c'est ça. T'sais. Non, mais attends un petit peu, parce que je travaillais au Patro d'Ottawa. Puis j'envoyais des gens qui étaient... Ils allaient au Patro. Non, mais il allait pour des activités sociales. Oui, mais prescrit dans le programme. La Légion, c'est pas prescrit dans notre programme. Admettons une activité sociale, tu t'en vas dans un centre communautaire. Te ferait une prescription. Peut-être, moi. Probablement que c'est. Mais peu importe. Tu réussis. Non, mais c'est important parce que c'est un service qui existe puis qui est là pour toi. Moi, personnellement, mais il y a d'autres vétérans plus vieux qu'on n'est pas capable d'aller chercher ces services additionnels-là parce qu'ils sont rendus trop vieux. Ils ont 65 ans dépassés, là, on manque de ressources pour ces gars-là parce qu'on a trop attendu pour aller leur chercher des services. Fait qu'eux autres, ils arrivent, ils peuvent pas passer par notre programme de réadaptation. Il y a plein de choses qu'on peut pas leur faire à cause qu'ils ont 65 ans. Ils vont tomber tout de suite dans l'invalidité totale et permanente. Mais c'est ça. Mais là, pour avoir les paliers, pour avoir tous ces services additionnels-là, souvent, on n'est pas capable d'aller chercher ces gens-là. Donc là, c'est là que la Légion... Ton échantillonnage n'est pas comme la mienne. Au contraire. Ces vétérans-là que j'ai vu être pris en charge par les anciens combattants sur le tard, au contraire, se sont vus octroyer à peu près toutes et tout de suite, très rapidement, à cause de leur âge.
Ben, à cause de l'orage, mais ça dépend. Là. Mettons qu'il y a un problème de mobilité, mais qui n'est pas tout à fait reconnu. Pour pouvoir avoir ta reconnaissance Ben là, au fédéral, puis tout ça. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans là, avant de l'avoir. Je fais juste dire, pendant ces périodes-là qu'on connaît longues, parce que c'est un processus gouvernemental, c'est là que la Légion est importante. Moi, j'ai été à la Légion d'Elmer. J'ai été rencontrer ces gens-là une fois. Puis, j'ai pas été capable d'y retourner à cause de mon dos. Le dos commençait à me faire mal. Écoute, j'ai été couché dans mon lit pendant 7 jours. Ben, shit, ils m'ont écrit quasiment à tous les jours. Ils me demandaient comment j'allais, si j'avais besoin de quoi. Puis ils me l'ont offert quand j'étais là. Mais ça part d'une initiative d'un légionnaire. C'est pas dans les politiques de la Légion d'appeler le membre, parce que je te confirme que je suis légionnaire depuis 2019. Personne ne m'a appelé à la Légion de Stittsville. Personne. C'est la première fois qu'une Légion m'appelle. Mais ça, je te dis, c'est une, initiative. Non, eux autres se sont donné le mandat de vraiment mettre en place le mandat de support aux vétérans de la Légion. Et le mandat. Donc, appeler le monde comme dans l'armée. Ouais. Hey, comment ça fait? Je t'ai pas vu. Hey, tu vois, moi, j'en vois une problématique là-dedans. J'en vois une grande. Body check. Tu te rappelles-tu que je faisais le body check? Oui, mais quand tu es rendu civil, si quelqu'un m'appelle chez nous de la Légion, c'est pas moi qui l'ai sollicité. Ils vont te le demander. Veux-tu qu'on t'appelle si jamais tu sais, pas juste te demander, t'es-tu tout seul? Moi, je suis tout seul. Je pense que ça doit commencer par là. Demander, est-ce que tu veux une intrusion téléphonique dans ta vie de la part de la Légion? Comment vas-tu? Un message de l'officier d'entraide. Ouais. Comment vas-tu? On t'a pas vu depuis un bout. Oui. De juste passer dans la question, je le fais régulièrement. Tu sais, j'en ai aidé beaucoup de gens dans ma vie, puis j'en sais qui vont bien, je sais qu'il y en a d'autres qui vont moins bien. Comment tu vas? Juste se poser cette question-là, puis de pas d'attendre la réponse, puis de discuter la réponse. C'est rien que ça qu'on a besoin, Steven, pas plus. Dans ton nouveau projet sur TikTok? Ben, écoute, les Peacekeepers, c'est réellement, c'est un hashtag qu'on utilise, puis c'est réellement le message de regarder le positif dans un processus. Fait qu'il y a un négatif, puis ça, c'est ma psy, à un moment donné, qui m'a amené à réfléchir à ça, puis c'est un principe que j'ai trouvé hyper bon, qui m'a amené beaucoup à venir dans la neutralité. Mm-hmm. Être plus neutre dans mon approche, être moins tranchant. Mm-hmm. Plus nuancé. Oui, exactement. Puis tu m'as beaucoup aidé à réfléchir à ça aussi, là, mais ça reste que des vieux comme moi, on a besoin de ça. C'est parce qu'on est élevé à le pied dans le cul. C'est un claque sa gueule. Fait que c'est de même que ça marchait. Mais l'être humain, il a de la difficulté dans ce qui n'est pas noir et blanc. Tu sais, dans des positions nuancées, des positions qui sont pas claires, pas définies. Mais puis c'est les plus belles, puis c'est les plus... Oubliez pas, là. Moi, en philosophie, j'ai appris une chose, c'est qu'il n'y a rien né. Il n'y a rien d'immuable. Il n'y a rien qui change pas. Tout change. Demain matin, je vais être quelqu'un d'autre. Ta journée est finie. T'accroches ton chapeau. Tu peux plus changer ce que tu as fait là. T'as été truc de cul. Ben, tu vas être truc de cul pour le restant de ton jour. À cette date-là, à cette heure-là, tu vas le like. T'es défini comme ça. Regarde ma carrière, comment elle m'a défini, comment elle a polarisé des gens. Puis c'est correct. Tu sais, je suis conscient des choix que j'ai faits pendant ma carrière militaire. Oui, ça polarise en fait, des gens. Je pense pas que tu aurais été polarisant si c'était juste de ta carrière. Tu aurais été polarisant pour les gens qui ont servi autour de toi. Mais tu es polarisant parce que tu amènes cette carrière-là sur la place publique et que tu donnes un rôle de leader. Je sais que tu n'aimes pas ça que je dise ça, que tu t'es donné un rôle de leader. C'est parce que moi, mais tout le monde est d'accord pour dire que tu t'es positionné en leader. Tu t'es positionné comme une voix de la communauté. Y en avait-tu une à la période? Non, il n'y en avait pas. Non, c'est pour ça que je te dis que ça a été très bénéfique. Il y a quelqu'un qui me demandait à un moment donné... le soir qui est devenu Pévette le soir pour... donner un phare à ceux qui n'en avaient pas. Donner une voix à ceux qui souhaitaient en avoir une, parce que, tu sais, je le dis depuis longtemps, on doit se donner le droit d'exister. Et ça passait par... Arrêter d'avoir honte de qui on est. Ce nouveau médium-là, qui était les podcasts. Écoute, libre et sans tabou, sans nécessairement d'avoir à se censurer ou à faire attention au sacre. Ben ça, c'était extraordinaire. Puis combien de gens on a donné le goût de faire partie de l'espace public, puis tout le monde a sa place dans l'espace public. Puis je souhaite un jour, parce que cette communauté-là, dans les relations interpersonnelles, elle est très fragile. Je le sais pour donner le show du souvenir. On est très jeune. On a une mentalité très adolescente. Exactement. Je m'en allais dire manque de maturité. On est très adolescent dans notre approche. Très juvénile à certains égards, malgré qu'on peut être très mature puis d'avoir pris
des grandes responsabilités, d'avoir... Ça veut rien dire, Ça veut rien dire. Mais quand tu réalises que plusieurs d'entre nous manquent de maturité émotionnelle, ça fait que c'est un environnement qui est très... On marche sur des œufs. Tout le temps. Et il faut toujours que tu fasses attention qui tu vas matcher avec qui sans savoir les conflits qui existent. Tu sais, ça, c'est le portrait de notre communauté. Et je souhaite un jour qu'on arrête de se descendre les uns les autres. Moi, de laver son linge sur la place publique. Chaque personne qui est arrivée dans ma vie est arrivée avec un message, un avertissement. Puis oublie pas, là, tu regardes David le soir, là, qui avait alentour de la table, là, c'était toutes des personnes de tête, là. Il n'y avait pas de suiveurs là-dedans. Là. Ben, je suis pas d'accord que c'était tous des leaders. Là. Je partage pas ton idée. Je dis pas des bons leaders. Non, je parle de leadership. Je parle de leadership. C'est des gens qui ont été dans des positions où ils ont été mis dans des positions de leadership, ils ont leaderé, puis peuvent avoir un complexe par rapport au leadership qu'ils ont eu, plein d'affaires. Okay? Tout le monde arrive, il y a tout le temps un avertissement concret, quelque chose, il y a tout le temps de quoi qui arrive, parce que le service, c'est comme ça. Le service, t'es tagué. Hey, lui, il est à de même dans les forces. Regarde tes relations passées qui, des fois, te reviennent, puis tu fais comme, hey, c'était là 20 ans. Peux-tu en revenir? Hein? Ça s'est passé, on a changé, les deux. Mais en même temps, s'il y a un être humain qui s'en vient vers toi pour dire, hey, tu sais quoi, ce qui s'est passé il y a 20 ans passés, ça me fait encore mal. Je m'excuse. Oui, mais je suis vraiment désolé. D'être ouvert à réparer. Ou du moins essayer de se comprendre davantage. J'en ai scrappé des gens dans le passé, Steven. Puis je fais tout pour les réparer aujourd'hui. J'en suis conscient de qui j'ai scrappé dans mon passé. Tu sais, de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience des gens qui sont autour de toi, c'est ça notre vie. Tu sais, c'est ça qui bâtit le bonheur. Tu sais, de partir d'une relation puis d'être capable d'encore de parler, mais ça démontre à quel point tu as œuvré une maturité dans ton départ, dans comment tu as été dans cette relation-là, comment tu as été là. Tu sais, oublie pas, on a bâti des relations au sein d'une armée qui était mission-driven. Il y avait beaucoup, beaucoup de missions. On était tous jeunes. On manquait tout d'expérience. On était tous all full piss and vinegar. Des flammages tout le temps. Puis c'était au plus fort de la poche, puis c'est par là qu'on s'en va, puis c'est qui va dire tirer le groupe vers où il faut qu'on s'en aille. Fait que tu peux pas bâtir des relations significatives là-dedans, à moins d'avoir ben de la présence avec ces gars-là. Tu sais, moi, avec qui j'ai encore des liens extraordinaires, c'est avec les gars que j'ai servi à l'étranger. C'est mes frères. Il se crée des liens. C'est ma famille. Puis ça va. L'entrevue tire à sa fin. Ouais. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, David Le Soir n'existe plus. La Fondation Le Balancier n'existe plus. Tu es toujours présent dans la sphère publique. Tu te positionnes encore comme leader. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir avant de choisir ta date pour mourir? Moi, là, mon plus grand espoir pour nous autres, on va dire pas pour moi, parce que moi, j'ai eu ce que je veux. Puis je suis heureux. J'ai la plus belle vie que je pouvais avoir. Aujourd'hui, là, c'est ça ton constat? Oh oui. Hey, Chris, j'ai tout ce que je veux, man. J'ai passé ma vie à regarder des vues de gens riches et célèbres, puis maintenant, j'en ai une, fait que je m'en fous. Je suis rendu là, puis c'est ma vie qui m'a emmené là. Je ne l'ai pas volé à personne. Puis, ce que je nous souhaite, c'est d'être capable de se regarder, puis se dire merci, puis sans juger. Guiriel, merci infiniment d'être venu au Soundcheck Podcast Studio. Ça a été un privilège de s'entretenir ensemble. On n'a pas vraiment couvert ta carrière militaire, mais en même temps, on a découvert davantage qui était Guiriel. Merci pour ton service. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté. Même si tu as été un acteur polarisant, je pense que tu as fait du bien. Pas, je pense. J'ai été aux premières loges pour le voir, que tu as fait du bien, que tu as aidé à faire cheminer des gens, tu en as sauvé. Merci pour ça. Et je souhaite que tu sois le mieux possible dans ton corps d'ici à la fin de ta vie. Vive le cannabis médicinal.
On va dire ça. Ça va être les mots de la fin. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast Studio. N'oubliez pas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, donc la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, incluant les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau, humoriste. Pour toutes mes dates de spectacle, stevenbilodeau.com. Je vous souhaite une bonne fête de journée et on se donne rendez-vous sur un prochain Soundcheck Podcast Studio. Ciao!